Dans le monde de la WWE, peu de choses sont plus déroutantes que la disparition soudaine d'un catcheur de la télévision. Que ce soit en raison d'un conflit en coulisses ou du départ d'une superstar de la société, cette vidéo s'intéresse aux stars féminines qui ont disparu de la WWE et à la fin abrupte et inattendue de leur carrière. Commençons par l'un des départs les plus troublants et les moins discutés de l'histoire de la WWE, Ashley Massaro. Ashley Massaro a rejoint la WWE en 2005, après avoir remporté le Diva Search, devenant rapidement l'un des nouveaux visages les plus reconnaissables de la société. Contrairement à de nombreuses participantes du concours, elle n'a pas été considérée comme une attraction temporaire. Massaro apparaissait régulièrement dans Raw et SmackDown, faisant souvent équipe avec Trish Stratus dans des programmes très médiatisés contre Mickie James et Victoria, des scénarios qui plaçaient une recrue sous les feux de la rampe aux côtés de vétérans confirmés. En dehors du ring, Massaro a également attiré l'attention du grand public, apparaissant sur des couvertures de magazines, dans des émissions de télévision et dans des campagnes promotionnelles de la WWE. En 2008, cependant, elle a demandé à quitter la société. Si elle a invoqué la nécessité de s'occuper de sa fille de 8 ans, Alexa, des blessures chroniques et une dépression croissante ont également pesé lourdement dans sa décision. Pendant des années, on n'a guère parlé de son départ de la WWE. Ce n'est que bien plus tard, après son décès, que les circonstances entourant son départ sont devenues beaucoup plus troublantes. Le 16 mai 2019, 2 jours après avoir envoyé des photos dédicacées à ses fans, Ashley Massaro n'a pas honoré son rendez-vous dans une station de radio locale. Elle a ensuite été retrouvée inanimée à son domicile de Long Island. Le médecin légiste du comté de Suffolk a conclu à un par pendaison. Elle avait 39 ans. Le monde du catch était sous le choc. Mais rapidement, ce choc s'est transformé en horreur. Un jour après le décès d'Ashley Massaro, une déclaration sous serment liée à un procès contre la WWE a été rendue publique. Le document de 15 pages, publié par son avocat, affirmait que Massaro avait été drogué et agressé sexuellement en 2006 lors d'une tournée de la WWE dans une base militaire américaine au Koweït. La WWE a réagi rapidement en publiant un communiqué niant avoir eu connaissance d'un tel incident. Dans la déclaration sous serment, Massaro affirmait avoir signalé l'agression aux dirigeants de la WWE, Vince McMahon, Kevin Dunn et John Laurinaitis. Selon son récit, on lui aurait conseillé de garder le silence et de continuer à travailler. D'autres allégations ont été révélées par une amie proche de Massaro, Cara Pipia, qui est ensuite apparue sur News Nation. En 2024, Pipia a affirmé qu'Ashley lui avait confié l'incident et a allégué que Stephanie McMahon était au courant de ce qui s'était passé à l'étranger, mais n'avait pas vraiment réagi. Mais ça ne s'arrête pas là. 7 ans après le décès d'Ashley Massaro, son nom a refait surface dans un autre contexte inquiétant. Le 31 janvier 2026, le ministère américain de la Justice a publié 3,5 millions de pages de documents liés à Jeffrey Epstein. Cette publication a attiré l'attention du monde entier, car elle faisait référence à plusieurs personnalités influentes, notamment Donald Trump, Elon Musk, Bill Gates et le prince Andrew d'Angleterre. Chose choquante, le nom d'Ashley Massaro figurait dans les documents publiés. Dans ces documents, une plainte décrivait des abus présumés liés à l'île d'Epstein et faisait référence à des travaux liés à Ghislaine Maxwell. Au final, l'histoire d'Ashley Massaro reste l'une des plus tragiques et des plus irrésolues de l'histoire de la WWE. Sa carrière s'est terminée discrètement. Son départ n'a pas été expliqué et les graves accusations qu'elle a portées ont été largement ignorées de son vivant. Des années plus tard, des documents et des déclarations sous serment ont révélé des détails troublants, mais il était alors trop tard pour obtenir des réponses, rendre justice ou demander des comptes. Alors que la WWE entrait dans une nouvelle ère de catch féminine, la société a présenté de nouveaux talents qui allaient définir la prochaine génération. Parmi eux se trouvait Mandy Rose. Lorsque Rose a rejoint la WWE en 2015, elle était positionnée exactement comme ce dont la société commençait à s'éloigner à l'époque. Une présence accrocheuse et un rappel de l'ère des divas qui s'estompait. Bien qu'elle n'ait pas remporté Tough Enough, Rose a signé un contrat de 5 ans avec la société, ce qui indique que la WWE voyait en elle un potentiel. Rose a officiellement fait ses débuts dans la marque Raw en novembre 2017 au sein du groupe Absolution, aux côtés de Paige et Sonia Deville. Le groupe était censé établir les 3 femmes comme des forces perturbatrices dans la division, mais le plan s'est rapidement effondré. Paige a été contrainte de prendre sa retraite en raison d'une
une grave blessure au cou, mettant ainsi fin à Absolution avant même que le groupe n'ait pu vraiment décoller. S'ensuivit une période d'incertitude quant à l'avenir de Rose, qui fut ballottée entre plusieurs scénarios éphémères, notamment une idylle avec Jimmy Uso, le mari de sa rivale de l'époque Naomi, puis une histoire d'amour avec Otis. Mandy Rose fut finalement envoyée à la NXT. À l'époque, beaucoup considérèrent cette décision comme une rétrogradation, mais pour Rose, elle arriva à point nommé. NXT subissait une refonte majeure et changeait de nom pour devenir NXT 2.0, ce qui lui offrait une occasion rare de se réinventer. Elle a rapidement fait ses débuts à NXT en juillet 2021 avec quelques changements. Elle s'est teint les cheveux en brun, a changé sa tenue de ring et s'est associée à Gigi Dolin et Jacy Jayne pour former le trio connu sous le nom de Toxic Attraction. Ce changement s'est confirmé lors du Halloween Havoc où Mandy Rose a battu Raquel Gonzalez pour remporter le championnat féminin NXT. Elle a conservé son titre pendant 413 jours, un record sans précédent, le défendant contre plusieurs adversaires de haut niveau et s'imposant comme le visage de la division féminine de NXT. À tous égards, Mandy Rose était au sommet de sa gloire. Mais elle s'est rapidement retrouvée dans une situation délicate pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait au sein de la société, mais dans sa vie privée. Fin 2022, la nouvelle a fuité que Rose gérait un compte sur FanTime, similaire à OnlyFans, où les abonnés payants pouvaient accéder à son contenu personnel. Cependant, le contenu que Mandy publiait sur ce compte était loin d'être tout public, avec des photos et des vidéos très osées réservées exclusivement aux abonnés. Quelques jours plus tard, lors de l'épisode de NXT du 13 décembre 2022, Mandy Rose a été détrônée par Roxanne Perez, mettant fin à son règne de 413 jours. Le lendemain, la WWE a annoncé de manière surprenante que Mandy Rose avait été libérée de son contrat. Bien que la WWE n'ait jamais officiellement donné la raison du licenciement de Mandy, de nombreux rapports ont affirmé que la raison était la publication de contenu pour adultes sur sa page. Si les fans ont d'abord été choqués par la rapidité avec laquelle les événements se sont déroulés, ce choc s'est rapidement transformé en étonnement. Le mois même où Mandy Rose a été licenciée par la WWE, FanTime a rapporté que Mandy Rose avait gagné $1 million en un mois. TMZ Sports a ensuite rapporté qu'elle avait gagné $500 000 en une seule semaine après son licenciement. Depuis lors, Rose est restée absente des programmes de la WWE en 2025. Rose a évoqué son succès après la WWE lors d'une apparition dans le podcast Power Alpha, déclarant qu'elle gagnait désormais 10 fois plus d'argent qu'elle n'en gagnait en une année entière à la WWE. Elle a expliqué « En 3 mois, j'ai reçu mon chèque de paie et j'ai été époustouflée car c'était pratiquement ce que je gagnais en un an à la WWE. Le chèque de prime à lui seul correspondait à mon salaire annuel à la WWE. Il semble que Mandy Rose soit l'un des rares exemples de star féminine qui n'a pas seulement survécu après avoir quitté la WWE, mais qui en a tiré profit. Mais pour chaque Mandy Rose, il y en a d'autres dont le parcours à la WWE a suivi une voie très différente. Lorsque les fans pensent aux femmes puissantes de l'ère Attitude, le nom de Chyna est généralement le premier qui leur vient à l'esprit. Nicole Bass, en revanche, est beaucoup moins mémorable. Mesurant plus d'1,90 m et dotée d'un physique qui éclipsait presque tout le monde autour d'elle, la WWE l'a principalement présentée comme la garde du corps de sable en 1999. Mais même à l'époque, il était clair que la société la considérait moins comme un talent que comme une curiosité visuelle. Plutôt que de la développer comme une véritable menace sur le ring, Bass était souvent réduite à des réactions, des regards et des blagues. En coulisses, la situation s'est encore détériorée. Bass a ensuite affirmé avoir été victime de harcèlement et de comportements inappropriés en coulisses, notamment d'attouchements et de moqueries à cause de son physique. En 2000, la WWE l'a brusquement licenciée. Peu après, elle a intenté un procès pour harcèlement sexuel, discrimination et licenciement abusif. La WWE a nié ces accusations et l'affaire a finalement été classée sans suite. Mais le résultat a suivi un schéma familier. Une fois la procédure judiciaire engagée, Nicole Bass a complètement disparu de la WWE. Pas de retour, pas de reconnaissance. Elle est décédée en 2017 à l'âge de 52 ans, un autre nom lié à l'ère Attitude, dont l'histoire reste en suspens, non pas par manque de controverse, mais par manque de responsabilité. Passons maintenant à Paige. L'ascension de Paige au sein de la WWE a été historique dès le début. Après avoir signé avec la société à seulement 18 ans, elle a rapidement prouvé qu'elle était différente de ses pairs, devenant la toute première championne féminine NXT. En 2014,
2014, elle a fait ses débuts dans l'équipe principale et a battu AJ Lee lors de son premier match. À seulement 21 ans, Paige est devenue la plus jeune championne diva de tous les temps, s'imposant instantanément comme la pièce maîtresse de la division. Au cours de cette période, elle a joué un rôle clé dans la transition progressive de la WWE vers la révolution féminine. Son look non conventionnel, son style agressif sur le ring et son aisance au micro l'ont distinguée à une époque où la division était encore en pleine redéfinition. Cependant, alors que sa carrière professionnelle atteignait son apogée, sa vie personnelle a commencé à se détériorer. Début 2016, Paige a entamé une relation avec l'ancien champion du monde Alberto Del Rio, une situation qui a rapidement suscité la controverse. Del Rio était beaucoup plus âgé, venait de divorcer, et leur relation a immédiatement attiré l'attention des fans et de la WWE elle-même. La société aurait désapprouvé cette relation, allant même jusqu'à séparer les deux lors du WWE Draft 2016, en transférant Paige à Raw, tandis que Del Rio était affecté à SmackDown. La situation s'est aggravée cet été-là. En août 2016, Paige a été suspendue pour avoir enfreint la politique de bien-être de la WWE. Quelques semaines plus tard, elle a reçu une deuxième suspension, cette fois pour 60 jours. Sa famille a publiquement contesté les affirmations de la WWE, insistant sur le fait que les substances étaient des analgésiques prescrits pour une grave blessure au cou. La WWE a répondu en déclarant que la violation concernait une substance illégale et non un médicament approuvé, créant ainsi un bras de fer public entre la WWE et Paige. Malgré la controverse, Paige et Del Rio se sont fiancés en octobre 2016 lors d'un événement de catch indépendant. Mais leur relation s'est rapidement avérée aussi instable que beaucoup le craignaient. Peu après leur fiançailles, leur relation s'est effondrée à la suite d'une dispute domestique très médiatisée à l'aéroport international d'Orlando, où les deux parties se sont accusées mutuellement d'agression physique. En 2017, Paige a commencé à parler ouvertement de cette période de sa vie. Elle a admis avoir sombré dans une spirale émotionnelle, souffrant d'isolement, de dépression et de la douleur d'être mise à l'écart en raison de sa blessure. Incapable de lutter et ayant du mal à faire face, elle s'est tournée vers la fête et la consommation de substances. Paige a également révélé des détails troublants sur les abus qu'elle a subis de la part de Del Rio. Elle a révélé qu'elle était enfermée dans des pièces pendant des heures, tout en étant agressée par Del Rio toutes les quelques minutes. Au début, vous vous défendez contre cette personne, mais au final, cela devient un cycle. Finalement, il vous arrive quelque chose tous les jours. Elle a ajouté qu'elle était souvent enfermée dans une pièce pendant 6 à 7 heures, subissant des violences physiques répétées. Alors qu'elle faisait face à cette situation, les choses ont empiré en mars 2017, lorsque des pirates informatiques ont divulgué des photos et des vidéos privées de Paige sur Internet. Le contenu, qui comprenait des images impliquant Brad Maddox et Xavier Woods de The New Day, s'est rapidement répandu sur Internet. Paige a admis plus tard qu'au cours de cette période, elle avait été en proie à des pensées alors qu'elle traversait l'une des périodes les plus sombres de sa vie. Paige avait largement disparu des écrans de la WWE. En novembre 2017, elle a fait son retour au sein du groupe Absolution, aux côtés de Mandy Rose et Sonia Deville, marquant ainsi une tentative de comeback. Cependant, à peine un mois plus tard, lors d'un événement en direct, Paige a subi une nouvelle blessure au cou après un mouvement de routine. Les examens médicaux ont confirmé ce qu'elle redoutait le plus. Sa carrière sur le ring était terminée. Paige est restée plusieurs années à la WWE dans des rôles non liés au catch, mais le retour auquel beaucoup croyaient ne s'est jamais concrétisé. Des années plus tard, elle a finalement repris la compétition sur le ring à l'AEW, mais sa carrière de catcheuse à la WWE ne s'est pas terminée par une conclusion ou une célébration, mais par une blessure, une controverse et un effondrement personnel prolongé. Passons maintenant à une personne qui a discrètement disparu de la WWE au sommet de sa carrière, AJ Lee. Après avoir rejoint la WWE en 2009, AJ a d'abord travaillé dans le développement avant de se démarquer rapidement par son charisme, ses promos percutantes et sa volonté de repousser les limites créatives. Au cours de ses premières années dans l'équipe principale, AJ a participé à de nombreux angles romantiques, notamment aux côtés de CM Punk, Daniel Bryan et John Cena. Tout a changé lorsque AJ s'est imposé dans la division Diva plutôt que de servir d'accessoire.
Son règne de 295 jours est devenu le plus long de l'histoire du titre, et elle l'a fait tout en se moquant ouvertement de la programmation de la division, en dénonçant son manque de profondeur et en démolissant ses adversaires dans des promos qui semblaient inconfortablement réels. Sa célèbre promo explosive sur Raw en août 2013 a démantelé l'ensemble du roster Divas en un seul segment, et en dehors de la télévision, elle a un jour confronté publiquement Stephanie McMahon sur Twitter au sujet de l'inégalité salariale et de la façon dont les femmes étaient traitées comme des faire-valoir alors qu'elles portèrent la division. À tous égards, AJ Lee est devenue l'une des femmes les plus influentes de la compagnie. Puis, soudainement, en avril 2015, AJ Lee a annoncé sa retraite du catch professionnel. À l'époque, la WWE a invoqué des blessures au cou pour justifier son départ soudain, mais des rapports suggéraient qu'il y avait plus que cela. Selon le Wrestling Observer, le départ d'AJ était étroitement lié à l'escalade des retombées juridiques et publiques entre la WWE et CM Punk, son mari. Un an plus tôt, Punk avait quitté la société dans des circonstances difficiles et avait ensuite accusé la WWE de négligence médicale lors de son passage dans le podcast de Colt Cabana. Tout cela s'est déroulé alors qu'AJ était encore sous contrat. Ses matchs et ses segments étaient fréquemment perturbés par des chants en faveur de CM Punk, et la situation a atteint son paroxysme lorsque la WWE a licencié Punk le jour même de son mariage avec AJ. Des rapports ont ensuite suggéré qu'AJ avait été contrainte de présenter son départ comme une retraite afin d'être libérée de son contrat. Une fois qu'elle fut partie, la WWE l'effaça discrètement. Son nom était rarement prononcé, ses exploits discrètement effacés, et pendant près d'une décennie, jusqu'à son retour en 2025, l'une des femmes les plus influentes du milieu des années 2010 fut traitée comme persona non grata. Gail Kim est un autre nom avec lequel la WWE a coupé les ponts. Ses débuts avaient pourtant été prometteurs. En 2003, Gail Kim a remporté le championnat féminin lors de son tout premier match à la WWE, un moment qui aurait dû lancer une carrière de longue haleine. Au lieu de cela est resté un cas isolé. La WWE n'a jamais investi en elle au-delà de ce choc initial, et moins d'un an plus tard, en 2004, elle a été licenciée. Ce licenciement s'est avéré être une bénédiction déguisée. À la TNA, Gail Kim s'est complètement réinventée. Son travail dans la division Knockouts a contribué à légitimer le catch féminin en Amérique du Nord à une époque où la WWE n'avait aucun intérêt à le faire. Sa domination a finalement forcé la WWE à la remarquer. En 2008, ils l'ont fait revenir pour une deuxième carrière, mais celle-ci s'est avérée pire que la première. Malgré tout ce qu'elle avait prouvé ailleurs, la WWE a relégué Gail Kim au second plan. Le plus mémorable de son retour n'était pas sa catch, mais le fait qu'elle ait été révélée comme la petite amie de Daniel Bryan dans la vie réelle, ce qui a eu un effet choc dans un segment conçu pour mettre en avant les Bella Twins. Une fois de plus, elle a été mise à l'écart, ignorée et écartée de manière créative. En 2011, sa frustration a atteint son paroxysme. Lors d'une bataille royale des divas en direct à la télévision, Gail Kim s'est éliminée elle-même du match. Peu après, elle a quitté la WWE pour de bon. Cette fois-ci, il n'y avait aucune ambiguïté. Gail Kim a ouvertement blâmé Vince McMahon, déclarant qu'après 5 années passées au sein de la société, il était clair qu'il ne l'aimait tout simplement pas et que cela ne changerait jamais. Elle est donc partie et revenue à la TNA et a prouvé exactement ce que la WWE refusait de voir. Elle a ensuite bâti l'une des carrières les plus respectées de l'histoire du catch féminine. Mickie James est une autre personnalité qui a dénoncé le traitement réservé aux femmes par la WWE en coulisses. Mickie a rejoint la WWE en 2005 et est presque immédiatement devenue l'une des catcheuses les plus captivantes de la division féminine. Son histoire avec Trish Stratus reste dans les mémoires comme l'un des rares moments où la WWE a donné une réelle profondeur à une rivalité féminine. Elle a remporté plusieurs championnats féminins et a toujours été performante sur le ring. Mais au fil des ans, la valeur de Mickie a discrètement diminué. Au début des années 2010, la WWE a commencé à la mettre progressivement à l'écart, car elle ne correspondait plus à l'image qu'elle souhaitait véhiculer. Et bien qu'elle fût toujours l'une des catcheuses les plus expérimentées
absentée du roster, elle a été traitée comme si elle était remplaçable. En avril 2010, Mickie James a été licenciée de la WWE. Ce qui a suivi est l'une des histoires les plus révélatrices de cette époque, après la WWE. Mickie a révélé plus tard que lors de ses derniers jours dans l'entreprise, ses affaires avaient été emballées dans un sac poubelle et lui avaient été remises par la direction. Pas dans une boîte, pas dans un casier, dans un sac poubelle. J'ai été humilié. Après tout ce que j'avais fait, c'est ainsi que j'ai été traité, a déclaré James dans une interview. Plus d'une décennie plus tard, cela s'est reproduit. En avril 2021, Mickie James a de nouveau été licenciée dans le cadre des coupes massives effectuées par la WWE. Peu après, elle a reçu un colis de la société. À l'intérieur se trouvaient ses effets personnels, une fois de plus fourrés dans un sac poubelle noir. Mickie a publié la photo sur Twitter et les fans de catch ont immédiatement réagi. Triple H et Stephanie McMahon ont présenté des excuses publiques qualifiant l'incident d'inacceptable. En quelques jours, Mark Carano, alors directeur principal des relations avec les talents de la WWE, a été licencié. Bien que les excuses n'aient été présentées qu'après la réaction négative du public et non après réflexion, elles en disaient beaucoup plus long sur la culture de la WWE que sur Mickie James. La suivante sur notre liste est Sable. Même si Sable est aujourd'hui tombée dans l'oubli, on ne peut nier qu'elle était l'une des plus grandes stars de la WWE à la fin des années 90. Ancienne mannequin pour Playboy, Sable a été engagée et a rapidement fait ses débuts en 1996 en tant que valet aux côtés de Triple H. Cependant, c'est lorsque Sable s'est retrouvée seule sous les projecteurs que sa carrière a véritablement explosé. Elle n'était pas seulement le visage de la division féminine, elle était l'une des figures les plus populaires de toute la compagnie. Point final. Homme ou femme. À son apogée pendant l'ère Attitude, Sable dépassait régulièrement les meilleures ventes de produits dérivés des stars masculines, apparaissait sur les couvertures des magazines grand public et était devenue l'une des plus grandes attractions crossover de la WWE. Mais l'obsession de la WWE à repousser sans cesse les limites autour de son personnage a fini par dépasser les bornes. En 1999, Sable a intenté un procès de 110 millions de dollars contre la WWE, alléguant du harcèlement sexuel, des conditions de travail dangereuses et des représailles. L'une des allégations les plus troublantes était qu'elle avait été contrainte de se déshabiller complètement devant la caméra. Elle a également affirmé qu'une fois qu'elle avait commencé à s'affirmer et à riposter, la WWE avait délibérément freiné son ascension. Les répercussions ont été immédiates. Sable a disparu de la télévision de la WWE presque du jour au lendemain. Le procès a été réglé à l'amiable en 2000, sans que les termes de l'accord ne soient rendus publics. Cependant, l'aspect le plus étrange de toute cette situation est que Sable est effectivement revenue à la WWE en 2003. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles son retour n'aurait eu lieu qu'après qu'elle se soit excusée personnellement en coulisses. Et malgré tout ce qu'elle avait reproché à la société quelques années auparavant, elle a été replacée dans le même type d'intrigue qu'elle avait critiqué. Concours de bikini, segments sexualisés et même un rôle à l'écran en tant que maîtresse de Vince McMahon. Aussi vite qu'elle était réapparue, elle a de nouveau disparu. En 2004, Sable a quitté discrètement la WWE pour la deuxième fois, cette fois aux côtés de Brock Lesnar, mais contrairement à lui, son départ était définitif. Aujourd'hui, Sable a presque complètement disparu de l'histoire officielle de la WWE. Elle n'a jamais été intronisée au Hall of Fame. Des années plus tard, lors du discours de Torrie Wilson au Hall of Fame, Torrie n'aurait même pas été autorisée à mentionner son nom. Et tandis que son mari Brock Lesnar, qui avait également quitté la WWE dans des conditions difficiles, finit par revenir et fut pleinement réhabilité, Sable ne le fut jamais. Un autre nom que la WWE préfère oublier est celui de Dawn Marie. Avant d'arriver à la WWE, Dawn Marie s'était déjà fait une place à l'ECW, où elle était présentée comme une femme sûre d'elle, sans complexe et maîtrisant parfaitement son personnage. Lorsque la WWE l'a recrutée au début des années 2000, cette image a d'abord été conservée. Elle a fait ses débuts à SmackDown en 2002 et a été positionnée comme une heel provocatrice. Mais tout a changé en 2003. C'est à ce moment-là que la WWE a placé Dawn Marie dans l'un des scénarios les plus inconfortables de l'histoire de la compagnie. Sa rivalité avec Torrie Wilson et le père de Torrie dans la vie réelle, Al Wilson. L'angle s'est rapidement intensifié. Dawn a séduit le père de Torrie, l'a épousé à la télévision et la WWE
WWE a finalement diffusé un scénario dans lequel Al Wilson mourait après avoir prétendument subi une crise cardiaque suite à un rapport sexuel avec Dawn. Même selon les normes de l'ère Attitude, ce scénario a été largement critiqué comme étant de mauvais goût, exploitant et inutile. Dawn Marie est devenue définitivement liée à un scénario qui n'existait que pour choquer, et une fois que la WWE en a tiré tout ce qu'elle pouvait, elle a été discrètement écartée. Mais la véritable controverse est survenue par la suite. En 2005, Dawn Marie a informé la WWE qu'elle était enceinte. Au lieu de recevoir du soutien, elle a été licenciée par la société. La WWE a publiquement déclaré que son contrat avait expiré, mais Dawn a ensuite contesté cette explication, affirmant qu'elle avait été licenciée peu après avoir révélé sa grossesse et alors qu'elle était encore sous contrat. Elle a ensuite intenté un procès contre la WWE, alléguant un licenciement abusif et une rupture de contrat. Une fois de plus, le schéma s'est répété. Le procès a été réglé à l'amiable. Les détails ont été gardés secrets. Dawn Marie a disparu de la télévision de la WWE et, de fait, de l'histoire de la WWE. Et comme tant d'autres avant elle, dès qu'elle a contesté la version des faits donnée par la société, la WWE s'est assurée qu'elle disparaisse discrètement, comme si elle n'avait jamais existé. La dernière star féminine de cette liste est Chyna, et son histoire est la plus tragique de toutes. Lorsque Chyna a fait ses débuts à la WWE en 1997 en tant que garde du corps de Shawn Michaels et Triple H avant de devenir l'enforcé de D-Generation X, personne n'aurait pu prédire à quel point son parcours allait être historique. À l'époque, Chyna se démarquait de tous les autres. Elle était plus grande, plus forte et plus imposante physiquement que la plupart des membres de l'équipe, y compris les hommes. Alors que la popularité de DX explosait, Chyna s'élevait avec eux. En 1999, elle a brisé une barrière qu'aucune femme n'avait franchie auparavant, devenant la première femme à participer au Royal Rumble masculin. À partir de là, la WWE l'a poussée encore plus loin en territoire inconnu. Présentée comme la 9e merveille du monde, Chyna a participé au King of the Ring, est devenue la première prétendante au titre de championne de la WWE et a battu Jeff Jarrett pour remporter le titre de championne intercontinentale. C'était un exploit qu'aucune femme n'avait accompli auparavant et qui n'a jamais vraiment été reproduit depuis. Pendant un bref instant, il semblait que Chyna pouvait devenir tout ce qu'elle voulait. Mais le même système qui l'avait propulsée allait finir par lui tourner le dos. Et lorsqu'il l'a fait, il n'y avait plus de retour en arrière possible. La position de Chyna au sein de la WWE était en grande partie liée à sa relation dans la vie réelle avec Triple H. Lorsque cette relation a pris fin en 2000 et que Triple H a commencé une relation avec Stephanie McMahon, la position de Chyna dans l'entreprise s'est effondrée presque du jour au lendemain. En novembre 2001, elle avait complètement disparu de la télévision de la WWE. À ce jour, il n'y a jamais eu d'explication définitive à son départ. Elle a affirmé par la suite que l'infidélité de Triple H avec Stephanie McMahon avait directement conduit à son départ. Jim Ross, qui était alors responsable des relations avec les talents, a donné une version différente, affirmant que Chyna exigeait un salaire de base garanti d'1 million de dollars par an, un chiffre que la direction de la WWE jugeait déraisonnable. Quelle que soit la vérité, le résultat était le même. La WWE ne voulait plus avoir affaire à elle. En dehors de l'entreprise, Chyna a lutté pour reconstruire ce qu'elle avait perdu. Il lui était impossible de retrouver le niveau de célébrité et de stabilité qu'elle avait autrefois. Au fil du temps, ses problèmes de santé mentale, de toxicomanie et d'instabilité financière sont devenus de plus en plus publics. Sa décision d'apparaître dans des films pour adultes a ensuite été utilisée par la WWE comme justification pour rompre définitivement ses liens avec elle. En 2016, Chyna a été retrouvée morte dans son appartement. Elle n'avait que 46 ans. Sa mort a été jugée accidentelle, due à une overdose. Ce n'est qu'après son décès que la WWE a assoupli sa position. Des hommages ont été rendus. Des éloges soigneusement formulés ont suivi. Et en 2019, Chyna a été intronisée au WWE Hall of Fame, non pas en tant que pionnière, mais en tant que membre de la D-Generation X. Certaines de ces disparitions ont été soudaines, d'autres se sont produites lentement, sous les yeux de tous. Mais dans tous les cas, ces femmes occupaient autrefois une place importante au sein de la WWE, jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. Laquelle de ces disparitions vous a le plus surpris? Faites-nous part de votre avis dans la section commentaires, et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.